Bonsoir. Juste une minute, le temps de procéder au partage. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonsoir, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Babacar Mbaye. D'accord, nous allons commencer tout de suite. D'accord, merci à tout le monde. Merci d'être là avec nous pour une heure de discussion, une heure de partage où nous allons parler des bases de l'analyse financière d'une entreprise. Moi, c'est Saliou Mbaye, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion. Je suis l'administrateur de la plateforme NCB Conseil. Aujourd'hui, je suis au niveau de la plateforme de Marketing TV Monde avec l'Aibamba et nous allons aborder aujourd'hui l'analyse financière d'une entreprise. Donc avant de commencer, permettez-moi juste de présenter mes condoléances à toute la Oumma islamique suite à la disparition de Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalif général des Tidianes, et à la disparition aussi de Tafsir Sakho et la disparition du Khalif général de Djeneba. Que Dieu l'accueille ou leur accueille dans son paradis. Et comme on dit en Wolof, yal na Yàlla yokk seen leer te tas ñu seen barke. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse financière d'une entreprise. Donc avant de parler de l'analyse financière d'une entreprise, disons d'abord c'est quoi une entreprise? C'est quoi une entreprise? Quelle est la définition qu'on peut donner à une entreprise? Parce que quand on parle de l'analyse financière d'une entreprise, il faut d'abord savoir c'est quoi une entreprise, c'est quoi l'objectif d'une entreprise avant de procéder à faire une analyse de la situation financière de l'entreprise. L'entreprise est souvent considérée comme la juxtaposition de moyens matériels et humains dans le but de produire des biens et ou services destinés à la vente.
L'entreprise est souvent considérée comme la juxtaposition de moyens matériels et humains dans le but de produire des biens et ou services destinés à la vente. Donc là, on dit juste destiné à la vente. On pouvait aller plus loin. Souvent, quand on demande la définition d'une entreprise, il y a souvent le terme profit qui revient. Mais quand on parle de profit, donc on met de côté certains types d'entreprises. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les entreprises à but lucratif et les entreprises à but non lucratif. Donc les entreprises à but lucratif cherchent à vendre pour maximiser leurs profits et les entreprises à but non lucratif vont vendre juste pour équilibrer leurs comptes. Donc on les appelle entreprises philanthropiques. Donc on a trois types d'entreprises. Les entreprises commerciales. Donc une entreprise commerciale, c'est une entreprise qui achète de la marchandise et qui revend cette même marchandise sans transformation. On parle de vente en l'état. On a aussi les entreprises industrielles. Une entreprise industrielle, c'est une entreprise qui achète de la matière première, qui transforme cette matière première en produit fini avant de commercialiser ce produit fini. Et on a les entreprises de prestation de services. Une entreprise de prestation de services, c'est une entreprise qui facture des travaux effectués ou qui vend un service. Après, on peut retrouver une entreprise ou des entreprises qui sont sur deux ou les trois catégories d'entreprises. Et dans ce cas, on va parler d'entreprises mixtes. Si vous prenez l'exemple d'une entreprise comme Sonatel qui vend aujourd'hui un service, mais aussi au niveau de la Sonatel, on peut acheter des téléphones portables que Sonatel achète et revend sans transformation. Dans ce cas, on peut parler d'entreprise mixte. Donc, l'entreprise est souvent considérée comme la juxtaposition de moyens matériels et humains dans le but de produire des biens et ou services destinés à la vente. Donc, on va parler de l'analyse financière d'une entreprise. Souvent, on dit l'analyse financière, ce n'est rien d'autre que l'interprétation des documents comptables. L'analyse financière, ce n'est rien d'autre que l'interprétation des documents comptables. Documents comptables, quand on le dit, ça nous renvoie à tout ce qui est état financier. État financier, c'est le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes. Les notes annexes, c'est tout autre document qui nous permet de justifier ou d'expliquer comment on a fait pour avoir les éléments qu'on a dans le bilan et dans le compte de résultat. Donc, quand on dit document comptable, ça nous renvoie au comptable. Le comptable, c'est lui qui fait la comptabilité. Donc, les documents comptables, ce sont les documents qui découlent de la comptabilité. Donc, c'est quoi la comptabilité? La comptabilité, je ne vais pas donner une définition classique qu'on va retrouver dans des livres ou sur Internet. Moi, je vais juste dire que la comptabilité, c'est les 3 C. Qu'est-ce que j'entends par les 3 C? La comptabilité, c'est compter, comptabiliser et communiquer. Pourquoi compter? Parce que la comptabilité, c'est des données chiffrées. Donc, on donne une valeur à tout et tout est chiffré. Comptabiliser, parce que quand on fait de la comptabilité, on enregistre. On enregistre les opérations effectuées ou réalisées par l'entreprise. Je peux prendre l'exemple du journal. Le journal, on nous dit, c'est un document qui enregistre, comme son nom l'indique, au jour le jour et de manière chronologique, toutes les opérations effectuées par l'entreprise. Donc, quand on dit comptabilité, il y a la comptabilisation. Après avoir compté, après avoir donné une valeur à chaque élément ou chaque opération, ces opérations-là sont comptabilisées, sont enregistrées dans les différents documents de l'entreprise. Le journal enregistre toutes les opérations effectuées par l'entreprise au jour le jour. De ce journal, on va tirer ce qu'on appelle le grand livre, qui est l'ensemble des comptes en T. Et de ce grand livre, on va avoir une balance. Et de cette balance, on aura le bilan et le compte de résultat. Le bilan de clôture et le compte de résultat qui nous renseigne sur l'activité de l'entreprise. Donc, après avoir donné la définition d'une entreprise et ensuite la définition de la comptabilité, on va revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est l'analyse financière. Pourquoi
on doit faire une analyse financière. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner le troisième C qui est la communication, c'est communiquer. Donc pour la comptabilité, c'est compter, comptabiliser et communiquer. Pourquoi communiquer? Parce que si on avait juste laissé à l'entreprise le soin de décider de tenir une comptabilité ou non, la plupart des entreprises ne vont pas tenir une comptabilité ou peut-être ne vont pas tenir cette comptabilité de la manière où elles sont en train de tenir cette comptabilité. Je prends l'exemple d'une entreprise académique. Si vous prenez l'exemple d'une école où la comptabilité, c'est du 1er janvier au 31 décembre, alors que quand vous prenez une année académique, du 1er janvier au 31 décembre, on est à cheval sur 2 années académiques. Et de ce fait, même si on arrive à sortir un bilan et un compte de résultats, ce bilan et ce compte de résultats sont à cheval sur deux années académiques. Et c'est difficile de dire quelle est l'année académique qui a été plus rentable et l'année académique qui a été moins rentable. Donc, si on avait laissé le soin aux entreprises de choisir de faire ou de ne pas faire de la comptabilité, certaines entreprises ne le feront pas ou ne vont pas le faire tel que la comptabilité est faite jusque-là. Donc, la comptabilité, c'est l'État qui demande aux entreprises de tenir la comptabilité. Qu'est-ce qui intéresse l'État derrière? C'est parce qu'avec la comptabilité, l'État peut savoir combien l'entreprise doit payer en impôts. Avec le compte de résultat, parce que l'impôt est calculé sur la base du résultat fiscal qui est calculé sur la base du résultat net comptable. Donc aujourd'hui, les entreprises, on les demande de tenir une comptabilité. Et quand on vous demande de faire quelque chose, quand vous terminez de faire ce qu'on vous a demandé, il faut donner l'information pour montrer que on m'a demandé de tenir une comptabilité, j'ai tenu ma comptabilité et qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui prouve que j'ai tenu ma comptabilité? Ce sont les états financiers que je vais déposer, composés du bilan, du compte de résultats, du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes. Donc, la comptabilité, c'est compter, comptabiliser et communiquer. Donc, pour revenir à l'analyse financière, on nous a dit l'analyse financière, ce n'est rien d'autre que l'interprétation des documents comptables. Et souvent, les deux documents comptables qu'on utilise pour faire l'analyse financière sont le bilan et le compte de résultats. Pourquoi c'est important de faire de l'analyse financière? Pourquoi c'est important de maîtriser les bases de l'analyse financière? Je peux prendre plusieurs exemples. Prenons l'exemple d'un étudiant qui cherche un travail, qui a un bac plus 2 ou un bac plus 3 en comptabilité finance et qui cherche un travail. La plupart des banques et des entreprises d'assurance qui recrutent un travailleur dans le domaine de la finance, ce sont des entreprises qui utilisent l'analyse financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise demande à être cautionnée par une entreprise d'assurance, l'entreprise d'assurance lui demande ses états financiers et l'entreprise d'assurance va faire l'analyse financière de cette entreprise pour décider oui ou non, je vais accepter d'être la caution de cette entreprise par rapport au montant demandé. Quand vous allez dans une banque pour demander un crédit, vous êtes une entreprise, on vous demande aussi d'amener vos états financiers. Et quand vous amenez vos états financiers, la banque va faire l'analyse financière de vos états financiers. La banque va faire l'analyse de la situation financière de l'entreprise pour dire oui ou non, je vais accepter de prêter de l'argent, le montant demandé, ou est-ce que je vais demander des garanties, ou est-ce que je vais demander je vais diminuer le montant demandé. Pour un entrepreneur ou pour un chef d'entreprise, c'est important de faire l'analyse financière parce que la comptabilité va juste vous permettre de savoir est-ce qu'à la fin de l'année, vous avez fait un bénéfice ou une perte. Mais si vous ne faites pas l'analyse financière, vous ne saurez pas est-ce qu'il y a un manque à gagner. Ça veut dire si vous avez un bénéfice, est-ce que vous pouvez avoir un bénéfice plus important que ce bénéfice-là? Parce que quand une entreprise arrive à avoir un bénéfice, on dit que l'entreprise est efficace. L'efficacité, c'est l'atteinte des objectifs. Maintenant, quand on parle de finance, on ne se limite pas seulement à l'efficacité, on va chercher l'efficience. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut atteindre les mêmes objectifs au moindre coût? Ça veut dire aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a une entreprise installée au Sénégal, une entreprise de droit sénégalais,
qui a fait un bénéfice de 500 millions pour l'exercice 2019-2020. On va dire, waouh, c'est excellent, l'entreprise arrive à faire un bénéfice de 500 millions. Mais dès qu'on vous dit que cette entreprise-là, c'est la Sonatel, on a l'impression que l'entreprise a fait une perte malgré on a un bénéfice de 500 millions. Parce que là, on dira que Sonatel est efficace parce qu'elle arrive à faire un bénéfice, l'atteinte de l'objectif premier d'une entreprise, mais Sonatel n'est pas efficiente parce qu'elle peut faire un bénéfice supérieur à 500 millions. Donc, si aujourd'hui on est à un bénéfice de 500 millions, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, pour le chef d'entreprise, pour l'entrepreneur, l'analyse financière est importante parce que ça permet de savoir, même si j'arrive à faire un bénéfice, est-ce que je ne pouvais pas avoir un meilleur bénéfice? Est-ce que je ne peux pas me rapprocher de l'efficience? C'est important aussi de faire de l'analyse financière parce que ça permet de savoir si on a une perte, à quoi est due cette perte. Parce qu'avoir une perte ne veut pas dire que notre souci ou notre problème, c'est le prix de vente qu'on a fixé. Avoir une perte ne veut pas dire que notre problème, c'est le prix d'achat de nos matières premières. Avoir une perte ne veut pas forcément dire que notre problème, c'est avec la masse salariale. Avoir une perte ne veut pas forcément dire que notre problème, c'est avec notre politique de financement. Avoir une perte ne veut pas forcément dire que notre problème, c'est avec notre politique d'investissement. Donc, la comptabilité va vous permettre de savoir si on a fait un bénéfice ou une perte. Mais pour avoir une explication du bénéfice qu'on a ou de la perte qu'on a, il faut faire de l'analyse financière. Souvent, certains parlent de diagnostic financier à un niveau un peu plus élevé. Le diagnostic financier, diagnostiquer, c'est un mot, c'est un terme qu'on a emprunté du langage médical qui veut dire détecter une maladie par ses symptômes. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'analyse financière ou du diagnostic financier, on cherche à voir qu'est-ce qui ne marche pas dans l'entreprise. Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'entreprise? Si on arrive à voir ce qui ne marche pas, souvent on dit le problème, c'est de connaître, de trouver le problème. Mais dès qu'on trouve le problème, la solution coule de source. On sait qu'on a une solution par rapport à ça ou on n'a pas de solution par rapport à ça. Donc, pour revenir sur l'analyse financière, c'est important. Parce que si on ne fait pas de l'analyse financière, on ne peut pas aussi avoir un tableau de bord qui nous permet de savoir est-ce qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on a un bénéfice ou malgré le fait que tout marche, est-ce qu'il n'y a pas des signaux auxquels il faut faire attention. Je prends l'exemple de quelqu'un qui part à l'hôpital pour faire un diagnostic médical, pour regarder est-ce qu'il est diabétique ou pas. Après consultation, on peut lui dire non, tu n'es pas diabétique, mais tu as un taux de sucre élevé. Donc, il faut faire attention à ta consommation de sucre. De ce fait, il saura qu'il n'est pas malade, mais le diagnostic lui a permis de savoir que dans la vie, il doit faire attention à sa consommation de sucre. Donc aujourd'hui, c'est ce même rôle que l'analyse financière ou le diagnostic financier va jouer. Donc pour revenir sur les bases de l'analyse financière, souvent on utilise le bilan et le compte de résultat. C'est le comptable qui a établi le bilan et le compte de résultat parce que c'était pour répondre à une demande de l'État, la déclaration. Après, le chef d'entreprise va se dire, ou le financier va se dire, on a déjà établi un document, le bilan et le compte de résultat. Est-ce qu'on doit laisser tout de côté et recommencer à zéro pour faire l'analyse financière ou pour faire l'analyse de la situation financière de cette entreprise? On dit non. Partons d'abord sur l'existant. On a déjà un bilan. Le bilan, c'est la photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Le bilan, c'est la photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Quand on parle de patrimoine, on fait allusion à ce que l'entreprise a et ce que l'entreprise doit. Quand on parle de patrimoine, on fait allusion à ce que l'entreprise a, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des avoirs de l'entreprise qu'on retrouve dans l'actif, et ce que l'entreprise doit aux autres,
et qu'on appelle l'ensemble des dettes de l'entreprise qu'on retrouve au passif. On va revenir aux besoins sur le bilan, mais ce qui nous intéresse plus par rapport à ce live, c'est l'analyse, l'interprétation du bilan. Je disais tantôt que l'analyse financière, ce n'est rien d'autre que l'interprétation des documents comptables. Donc, quelqu'un qui ne peut pas établir un bilan aura du mal à analyser et interpréter ce bilan. Donc, nous, ce qui nous intéresse, dès qu'on a un bilan, comment analyser le bilan? Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup d'informations qu'on peut tirer d'un bilan pour dire est-ce que la situation de l'entreprise elle est saine ou pas? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, quand on prend un bilan, il y a deux parties, l'actif et le passif. Ça, c'est la comptabilité. Mais pour parler de la finance, je vais voir les trois cycles de l'entreprise. L'entreprise a trois cycles. Il y a le cycle d'investissement, le cycle de financement et le cycle d'exploitation. Le cycle de financement, c'est quand on va chercher des moyens, des ressources qu'on va utiliser pour investir. Le cycle d'investissement, c'est l'emploi ou l'utilisation des ressources qu'on a. Et une fois qu'on a terminé l'investissement, on va commencer l'exploitation. L'exploitation, on a trois phases. La phase d'approvisionnement, la phase de transformation ou de production et la phase de commercialisation ou de distribution. On achète des matières premières, on les transforme en produits finis et on vend les produits finis si on est dans le cadre d'une entreprise industrielle. Donc, en tant que financier, je vais répartir ou je vais diviser mon bilan en deux parties. Je vais faire une division horizontale, ce qui va me donner l'actif et le passif, les avoirs de l'entreprise et les dettes de l'entreprise. Et je vais faire aussi une division verticale, ce qui va me permettre d'avoir le haut de bilan et le bas de bilan. J'espère que je n'ai pas confondu horizontal et vertical. Donc, quand on fait une division verticale, on aura le haut de bilan et le bas de bilan, ce qui me donnera 4 postes. Le premier poste, le haut à gauche, c'est ce qu'on appelle l'investissement et c'est là où on retrouve les immobilisations. Immobilisation corporelle, immobilisation incorporelle et immobilisation financière. Quand on demande à un comptable c'est quoi investir, il dit investir c'est acquérir des immobilisations. Mais quand on demande à un financier c'est quoi investir, le financier il ne se contente pas de dire ce qu'il voit, mais il va essayer de comprendre, d'expliquer le pourquoi. Le financier il dit investir c'est renoncer à une consommation immédiate dans l'attente des gains futurs. On renonce à une consommation immédiate pour vous montrer que c'est dans le long terme. Ensuite, pourquoi on renonce à cette consommation immédiate? Parce qu'on pense que ce qu'on va mettre aujourd'hui, ça va nous rapporter plus dans le futur, donc l'attente des gains futurs. Au niveau de la partie droite en haut, on a le cycle de financement. Et souvent, on a deux catégories, les fonds propres et les dettes financières. Les fonds propres, c'est tout ce qui est capital, réserve, report à nouveau, résultat, provision réglementée. Et les dettes financières, c'est là où on retrouve tout ce qui est emprunt auprès des établissements de crédit et tout ce qui est dette de crédit bail. Ça, on les appelle les ressources stables. Ça veut dire quoi? C'est des ressources qui sont externes à l'entreprise, mais que l'entreprise peut utiliser à long terme. Donc, j'ai l'investissement, l'acquisition d'immobilisation, et j'ai les ressources, le financement qui représente les ressources stables, les capitaux propres et les dettes financières. On nous dit il y a ce qu'on appelle le principe de l'équilibre financier. Que veut dire ce principe de l'équilibre financier? Le principe de l'équilibre financier veut dire il ne faut pas utiliser des ressources à court terme pour financer son investissement. Pourquoi? Parce que la ressource qu'on a au niveau du bilan, c'est une ressource externe, ça veut dire que c'est une dette qu'on doit payer. Et quand on dit dette, il y a l'échéance et le paiement. Alors, quand vous utilisez de l'argent qui ne vous appartient pas et que vous l'utilisez pour faire un investissement, l'investissement c'est à long terme, qu'est-ce qui va arriver? La dette va arriver à échéance alors qu'on n'a pas encore un retour sur investissement.
Si tel est le cas, il y a ce qu'on appelle un défaut de paiement parce que vous ne serez pas en mesure de payer à vos créanciers. Cessation de paiement. Les fournisseurs, si vous ne les payez pas à temps, les fournisseurs ne vont plus accepter de vous vendre à crédit. Quand les fournisseurs ne vous vendent plus à crédit, vous ne pouvez plus vendre à crédit à vos clients. Et quand vous ne vendez plus à crédit à vos clients, vous commencez à perdre des clients parce que la concurrence est là et il y a vos concurrents qui vont proposer aux clients un achat à crédit. Et quand vous commencez à perdre des clients, là, vous commencez à perdre des parts de marché. Et cette perte de parts de marché va impacter directement le chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires diminue, le résultat va diminuer. Donc, le principe de l'équilibre financier dit il ne faut pas utiliser des ressources à court terme pour financer son investissement. Il faut utiliser que des ressources à long terme pour financer l'investissement. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez les capitaux propres et les dettes financières, ça doit être supérieur ou égal à l'actif immobilisé. Autrement dit, ça doit être supérieur ou égal à l'investissement. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'on a respecté ce principe de l'équilibre financier? Il y a ce qu'on appelle les flux financiers et le premier flux, c'est le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, pour ne pas donner une définition classique, je donne juste une définition que vous pouvez vous souvenir aussi longtemps que possible. Je dis fonds de roulement, comme son nom l'indique, ce sont les fonds qui permettent à l'entreprise de rouler. Fonds de roulement, ce sont les fonds qui permettent à l'entreprise de rouler. Rouler veut dire mener à bien son cycle d'exploitation. Donc, quand le fonds de roulement, c'est ce qui reste de nos ressources stables après avoir financé notre investissement. Donc, ce fonds de roulement est un indicateur de l'équilibre financier. Pourquoi? Parce que si ce fonds de roulement est négatif, cela montre qu'on n'a pas utilisé que des ressources à long terme pour financer notre investissement. Mais quand le fonds de roulement est positif, cela montre que nos ressources à long terme sont supérieures à notre besoin d'investissement. Ça veut dire qu'on a respecté le principe de l'équilibre financier qui interdit d'utiliser des ressources à court terme pour financer l'investissement. Parce que si on le fait, la dette va arriver à échéance et qu'on n'a pas encore un retour sur investissement pour rembourser notre dette. Et ce qui va suivre, c'est quoi? Défaut de paiement, cessation de paiement. Les fournisseurs ne vous vendent plus à crédit. Vous ne pouvez plus vendre à crédit à vos clients. Vous commencez à perdre des clients et ça va impacter sur vos parts de marché, ce qui va impacter sur votre chiffre d'affaires et ce qui va impacter sur votre résultat. Donc, le fonds de roulement, quand aujourd'hui on a une entreprise et qu'on a un bilan, la première chose à regarder, c'est d'abord, est-ce qu'on a respecté le principe de l'équilibre financier? Ça veut dire quoi? Est-ce que les ressources à long terme, autrement dit les capitaux propres et les dettes financières, est-ce que sont supérieures à l'actif immobilisé? Est-ce que c'est supérieur à l'investissement? Est-ce que c'est supérieur à la somme des immobilisations incorporelles, corporelles et financières? Si tel est le cas, on va dire que l'entreprise a respecté le principe de l'équilibre financier. Et ensuite, on saura jusqu'à hauteur de combien l'entreprise pourra financer son cycle d'exploitation. Ça veut dire quoi? Quand on a des ressources à long terme, quand on a un financement, on va utiliser ce financement pour faire l'investissement. Quand on termine de faire l'investissement, ce qui reste de l'investissement, en fait, ce qui reste des financements, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement va jouer deux rôles. Le fonds de roulement va nous permettre de savoir si on a respecté le principe de l'équilibre financier. Tout à l'heure, je vous ai expliqué l'importance du respect du principe de l'équilibre financier. Mais le second rôle que va jouer le fonds de roulement, c'est le financement du besoin en fonds de roulement. Autrement dit, le financement du cycle d'exploitation. Donc, le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? Quand on vient au cycle d'exploitation, le cycle d'exploitation, c'est le seul cycle qui est à cheval entre l'actif et le passif. Pourquoi? Parce que quand on achète des matières premières, on a affaire avec les fournisseurs. Les fournisseurs sont au niveau passif. Quand
on vend nos produits finis, on a affaire avec nos clients. Les clients, c'est au niveau de l'actif. Donc, le cycle d'exploitation est un cycle à cheval entre l'actif et le passif. Et c'est cyclique. Ça veut dire quoi? On achète des matières premières, on les transforme en produits finis, on vend les produits finis, ensuite on achète des matières premières, ainsi de suite. De ce fait, on a une activité cyclique. Quand on parle d'acheter des matières premières, transformer ces matières premières en produits finis et commercialiser ces produits finis, celui qui doit acheter doit décaisser. Celui qui doit transformer doit faire face à des charges liées à la transformation. Donc, quand on parle de transformation aussi, il y a un décaissement. Et l'entreprise ne va encaisser que quand elle va commercialiser. Donc, si vous regardez bien ici, l'entreprise décaisse 2 fois avant d'encaisser. L'entreprise décaisse pour acheter des matières premières. L'entreprise décaisse pour transformer ces matières premières en produits finis. Et c'est seulement quand l'entreprise va vendre les produits finis qu'elle va encaisser. Ça n'a rien à voir avec le résultat de l'entreprise parce qu'on n'est pas encore arrivé au résultat de l'entreprise. Là, on parle du besoin en fonds de roulement, du besoin de financement du cycle d'exploitation. Parce que quelqu'un qui doit décaisser à 2 reprises avant d'encaisser a besoin d'argent pour faire face au décaissement. Ce besoin-là, souvent je dis la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Si vous prenez le fonds de roulement, c'est FR. Le besoin en fonds de roulement, c'est BFR. Et la différence, ce n'est rien d'autre que le B. La différence entre FR et BFR, c'est le B qui les différencie. Et le B, c'est quoi? C'est le besoin. Donc, si aujourd'hui, on connaît la définition ou l'explication du besoin, on peut connaître aussi l'explication du besoin en fonds de roulement. Pourquoi? Parce qu'on avait dit le fonds de roulement, ce sont les fonds qui permettent à l'entreprise de rouler. Autrement dit, ce sont les fonds qui permettent à l'entreprise de mener à bien son cycle d'exploitation. Parce que n'oubliez pas que le cycle d'exploitation, c'est un cycle cyclique, excusez de la répétition, même si elle est pédagogique. Donc, le besoin, c'est quoi? On dit un besoin, c'est un état de manque à satisfaire. Ça veut dire quoi? Quelque chose que je n'ai pas et que je dois avoir. Si je prends mon exemple, j'ai un seul téléphone portable comparé à mon coach Amadou Niang qui a 2 téléphones portables. Donc, il me manque un second téléphone portable. Donc, il y a un état de manque. Mais est-ce que j'ai besoin de ce second téléphone portable? Si mon travail ne demande pas d'avoir un second téléphone portable, même s'il me manque un second téléphone portable comparé à mon coach Amadou Niang, là, ce n'est pas un besoin. Parce qu'un besoin, c'est un état de manque qu'on doit satisfaire. Quelque chose que je n'ai pas, mais que je dois avoir. Donc, on connaît maintenant c'est quoi un besoin. On connaît aussi c'est quoi le fonds de roulement. C'est les fonds qui permettent à l'entreprise de rouler. Donc, quand on les regroupe, on peut savoir c'est quoi le besoin en fonds de roulement. Donc, mathématiquement, les littéraires vont me tuer, mais mathématiquement, je vais dire, pour faire la somme entre le besoin et le fonds de roulement, je vais dire le besoin en fonds de roulement, c'est ce dont on n'a pas et qu'on doit avoir pour mener à bien notre cycle d'exploitation, pour mener à bien notre activité. Ce dont on n'a pas et qu'on doit avoir pour mener à bien notre exploitation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui commercialise des poulets de chair. Pour commercialiser des poulets de chair, il faut avoir des poussins à élever pendant 45 jours et ensuite avoir des poulets à vendre. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter des poussins, vous n'aurez pas de poulets après 45 jours. Si vous avez des poussins, mais vous n'avez pas d'argent pour les nourrir et les vacciner, vous n'aurez pas aussi des poulets après 45 jours. Ça veut dire aujourd'hui, pour avoir des poulets à commercialiser, il me faut de l'argent pour acheter mes poussins et ensuite il me faut de l'argent pour nourrir et vacciner mes poussins pendant 45 jours. Ce dont j'ai besoin maintenant pour avoir mes poulets
45 jours après, cette somme d'argent, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Ce que je n'ai pas encore et que je dois avoir pour mener à bien mon exploitation. Et vous comprenez aisément qu'il y a des entreprises qui ne seront pas dans cette situation parce que le besoin en fonds de roulement est dû au décalage entre les entrées et les sorties d'argent. Quand on doit décaisser avant d'encaisser, le besoin il existe. Mais quand on doit encaisser avant de décaisser, là, il n'y aura pas de besoin. Prenons l'exemple des supermarchés, l'exemple des pharmacies ou l'exemple des boulangeries où leur travail leur permet d'acheter à crédit et de vendre au comptant. Ça veut dire que ces entreprises vont encaisser d'abord avant de décaisser. Mais si vous prenez l'exemple d'une entreprise industrielle qui achète des matières premières, les transforme en produits finis, avant de vendre ces produits finis, cette entreprise doit décaisser avant d'encaisser. Donc le besoin, il existe. Ce besoin-là, s'il existe, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à le couvrir. Et c'est pourquoi on avait dit le fonds de roulement, ce sont les fonds qui permettent à l'entreprise de rouler. Rouler, c'est quoi? Mener à bien l'activité, mener à bien le cycle d'exploitation. Donc, après avoir pris l'argent qu'on a au niveau du cycle de financement, après avoir fait notre investissement avec cet argent, ce qui reste de cet argent, c'est ce qui va nous permettre de financer le besoin si ce besoin existe au moment de l'exploitation. Maintenant, le besoin existe, il est là. C'est pourquoi tout à l'heure, on avait dit le fonds de roulement est un indicateur de l'équilibre financier, mais aussi permet de financer le besoin en fonds de roulement. En tant qu'analyste financier, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que le besoin, il existe parce que je dois décaisser avant d'encaisser. Je le calcule et je connais le montant. Aujourd'hui, quand j'ai comme objectif de commercialiser tous les 45 jours 1000 poulets, je dois savoir exactement combien je dois avoir pour espérer avoir 1000 poulets à commercialiser tous les 45 jours. C'est l'équivalent de plus de 1000 poussins, l'équivalent de ce qui va permettre de nourrir et vacciner 1000 poussins pendant 45 jours. Et c'est ça le besoin. Ça n'a rien à voir avec le bénéfice. Je peux gérer mon besoin et ne pas faire de bénéfice. Donc, on n'est pas encore arrivé au bénéfice, on va y revenir. Donc là, c'est le besoin. C'est lié au cycle d'exploitation et ce besoin existe suite au décalage entre les sorties et les entrées de fonds. Maintenant, quand le besoin il est là, le fonds de roulement, ce qui restait après avoir fait notre investissement, va servir à financer ce besoin. Si le fonds de roulement arrive à couvrir le besoin, là, il n'y a pas de souci. On dit que le fonds de roulement arrive à couvrir tout le besoin. Donc, le rôle du fonds de roulement, c'était de financer le besoin en fonds de roulement. Donc, si le fonds de roulement arrive à financer le besoin en fonds de roulement, là, il n'y a pas de problème. L'entreprise ne va pas connaître de soucis de trésorerie. C'est pourquoi on dit la trésorerie d'une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence. Ça veut dire quoi? C'est la capacité du fonds de roulement à couvrir tout le besoin en fonds de roulement. Si le fonds de roulement arrive à couvrir le besoin en fonds de roulement, là, on va dire que l'entreprise a un excédent de trésorerie. Mais si tel n'est pas le cas, on va connaître ce qu'on appelle un déficit de trésorerie. Si après avoir fait l'investissement, il ne nous reste que 50 millions, alors que le besoin en fonds de roulement est égal à 100 millions, est égal à 75 millions, là, on va voir qu'il nous manque 25 millions pour mener à bien notre activité. Donc, ces 25 millions qui nous manquent, c'est ce qui va se refléter au niveau de la trésorerie. Vous verrez qu'on a une trésorerie négative de 25 millions. Ça veut dire que l'entreprise a un déficit de trésorerie de 25 millions. C'est quoi la trésorerie? La trésorerie est pour une entreprise ce que l'oxygène est pour une personne. La trésorerie est pour une entreprise ce que l'oxygène est pour une personne. Une entreprise qui connaît des tensions de trésorerie, c'est une entreprise qui va connaître des difficultés et ça peut même aller jusqu'à la faillite de l'entreprise. C'est pourquoi on dit, n'oubliez pas le besoin, un état de manque à satisfaire. Donc, quand le besoin est là et que le fonds de roulement n'arrive pas à le couvrir, il ne faut pas juste le constater, il faut chercher d'autres moyens
pour couvrir ce besoin lié à l'exploitation. On vous dit qu'il y a plusieurs moyens de financer ce besoin. Le premier, après le fonds de roulement, c'est ce qu'on appelle la négociation des délais fournisseurs. La plupart des financiers ou des comptables ou des chefs d'entreprise ne savent pas ou n'ont pas compris que le fait de retarder le paiement d'un fournisseur, négocier pour retarder le paiement d'un fournisseur, est comme un financement. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent pour financer votre exploitation, il faut juste négocier les délais fournisseurs. Essayez de payer le plus tard possible. Si vous n'avez pas la possibilité de négocier vos délais fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, avec celui qui avait comme activité la commercialisation des poulets, s'il arrive à avoir les poussins, l'aliment et la vaccination pour une durée de 60 jours, il n'a plus besoin d'argent. Parce que dans 45 jours, il aura des poulets à vendre et après avoir vendu ces poulets, il aura de l'argent pour payer à son fournisseur de poussins et d'aliments. Donc ça, c'est comme une source de financement. C'est comme si on vous a prêté de l'argent pour acheter des poussins et acheter aussi de l'aliment. Pourquoi on le privilégie? Parce qu'en finance, on nous dit, face à plusieurs sources de financement, choisissez toujours le financement le moins coûteux. Quand vous voulez investir, choisissez l'investissement le plus rentable. Quand vous voulez ou quand vous cherchez un financement, choisissez le financement le moins coûteux. Ça veut dire le financement où on supporte moins de coûts. Parce que quand quelqu'un vous prête de l'argent, forcément, il attend quelque chose en retour, il attend une contrepartie. Alors que si vous négociez les délais fournisseurs, là, il n'y aura même pas de coût. Maintenant, si vous n'arrivez pas à négocier avec vos fournisseurs pour retarder les paiements, on vous dit, essayez de voir avec vos clients pour qu'ils anticipent le paiement. Je dois vous vendre des poulets dans 45 jours. Je vous demande de me donner la moitié des 50 poulets que je dois vous vendre dans 45 jours. Si vous arrivez à me donner la moitié de la commande, ça me permet d'avoir des ressources qui vont me permettre de payer à mes fournisseurs. Donc là, j'ai négocié mes délais clients. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'anticiper sur un règlement. C'est toujours aussi une logique financière. Encaisser le plus tôt possible, décaisser le plus tard possible. Pourquoi on privilégie la négociation des délais clients pour que les clients puissent anticiper? Parce qu'il y a un coût, mais le coût est maîtrisé. Parce que quand vous demandez à quelqu'un qui devait vous payer dans 45 jours de vous payer aujourd'hui, il va vous poser la question simple, qu'est-ce que je gagne? Parce que le temps, c'est de l'argent. Quand je vous donne de l'argent aujourd'hui, alors que je devais vous donner ça dans 45 jours, c'est comme si j'ai renoncé à tout ce que je peux gagner avec cet argent durant les 45 jours. Donc, qu'est-ce que je gagne en contrepartie? Vous lui dites, en contrepartie, je vais vous accorder un escompte. L'escompte est une réduction financière, est une réduction liée au mode de paiement. Donc, il y a un coût parce que cette réduction que vous accordez à votre client parce qu'il a anticipé le paiement, ça va diminuer un peu votre résultat. Donc, c'est une charge, c'est un coût. Mais au moins, c'est un coût maîtrisé parce que c'est à l'entreprise de dire, si vous anticipez, je vous donnerai une réduction de tant de pourcents. Maintenant, si vous n'avez pas de clients prêts à anticiper le règlement, on vous dit, va faire ce qu'on appelle une mobilisation de créances. Qu'est-ce qu'on entend par une mobilisation de créances? On vous dit, escomptez vos effets, vendez vos créances. Il y a un client qui me doit 1 million, il doit me payer dans 45 jours. Je vais demander à ce client de rédiger un papier qui montre qu'il me doit 1 million et qu'il va me payer dans 45 jours. Ou moi-même, je vais rédiger ce papier-là et je demande au client de l'accepter, de le signer. Ces deux papiers, c'est ce qu'on appelle la lettre de change et le billet à ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller voir une banque ou quelqu'un d'autre en lui disant qu'il y a tel client qui doit me donner 1 million dans 45 jours, mais moi j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Est-ce que je peux vous donner ce papier qui montre que dans 45 jours, il va te donner les 1 million et que tu me donnes aujourd'hui l'argent dont j'ai besoin? Si c'est une banque et qui connaît bien votre client et qui sait que votre client est un bon payeur, la banque va te dire oui, parce que c'est une bonne créance. La banque sait que ces clients-là vont payer. La banque va te dire oui.
Mais la banque va te dire, mais qu'est-ce que je gagne en contrepartie? Qu'est-ce que je gagne? Parce que je te donne de l'argent aujourd'hui et c'est dans 45 jours que je vais récupérer ce que je t'ai donné et que même il y a une possibilité qu'on ne me paye pas, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que je gagne en prenant ce risque? Ce que la banque va gagner, c'est ce qu'on appelle les commissions. Et dans ce cas, ce n'est pas à l'entreprise de fixer le montant, mais c'est plutôt à la banque de fixer le montant. Donc, ce que la banque va gagner, parce que vous lui avez donné un papier qui vaut 1 million, la banque vous donne 950 000. Donc, on a supporté un coût, on a supporté une charge de 50 000. Mais il peut arriver aussi que aucune autre entreprise, aucune banque, aucun particulier n'a confiance à vos créances, ça veut dire n'a confiance à vos clients. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas assez de fonds pour financer votre besoin en fonds de roulement. Vous ne pouvez pas négocier vos délais fournisseurs. Vous ne pouvez pas négocier vos délais clients. Et vous n'avez pas de créances à vendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on vous dit, vous allez emprunter de l'argent. C'est ce qu'on appelle le concours bancaire ou crédit de trésorerie. Donc, si vous regardez bien, on a 5 possibilités pour financer notre besoin en fonds de roulement. Alors que souvent, la première possibilité qu'on utilise en entreprise est la dernière possibilité qui est recommandée. Aller directement emprunter de l'argent à la banque pour acheter des matières premières. Souvent, c'est cette première possibilité qu'on met en avant en entreprise, alors que c'est la dernière des possibilités. On vous dit, commence d'abord par le fonds de roulement, ce qui reste de vos ressources à long terme après avoir effectué votre investissement. Ensuite, on vous dit, négociez vos délais fournisseurs, essayez de payer le plus tard possible. Ensuite, on vous dit, négociez vos délais clients, essayez d'encaisser le plus tôt possible pour que les clients anticipent. À défaut de négocier vos délais clients, vendez ces créances-là, donnez-les à quelqu'un et que ce quelqu'un vous donne l'argent en contrepartie d'une commission. Maintenant, si tout ça, ce n'est pas possible, c'est là où on va vous dire d'aller à la banque pour un crédit de trésorerie. Mais même si on vous autorise ou on vous dit, va à la banque pour un crédit de trésorerie, on vous dit, attention, quand vous empruntez, on est toujours dans une logique de minimiser les charges, de chercher à réduire les coûts. Donc, qu'est-ce qui est en rapport ou en relation directe avec le coût quand on va à la banque pour emprunter? On vous dit qu'il y a 3 éléments. Le montant emprunté, la durée de l'emprunt et le taux d'intérêt. On vous dit quand vous avez besoin de 1000 francs, n'empruntez pas 1500. Pourquoi? Parce que quand le montant augmente, le coût qu'on va supporter va augmenter. Ensuite, la durée. Si vous êtes capable de rembourser dans 45 jours, ne demandez pas à emprunter 1000 francs pour 90 jours ou pour 6 mois ou pour 1 an. Parce que quand la durée augmente aussi, l'intérêt qu'on va payer va augmenter. Donc, on supporte un coût supplémentaire. Et ensuite, le taux. Il faut savoir négocier. Comment on négocie le taux? Ça fait l'objet ou ça fera l'objet d'un autre live quand on va parler de la gestion de la trésorerie, comment gérer sa trésorerie de façon optimale, connaître les conditions bancaires et savoir négocier les conditions bancaires. Donc, pour résumer un peu, je disais tout à l'heure, quand vous avez un bilan, vous pouvez savoir est-ce que l'entreprise a respecté le principe de l'équilibre financier avec ce bilan. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'entreprise n'a utilisé que des ressources à court terme, que des ressources à long terme pour financer son investissement? Si on veut savoir quel est l'intérêt de ça, parce qu'on sait que quand vous utilisez des ressources à court terme, la dette va arriver à échéance alors que l'investissement n'a pas encore donné de l'argent. La conséquence, défaut de paiement, cessation de paiement, les fournisseurs ne vont plus vous vendre à crédit, vous ne pouvez plus vendre à crédit à vos clients. Vous commencez à perdre vos clients, vous commencez à perdre des parts de marché, le chiffre d'affaires diminue et le résultat diminue. Juste parce qu'on a fait un investissement en utilisant des ressources à court terme. Qu'est-ce qui va nous permettre de vérifier ça? On nous dit que c'est le fonds de roulement. Donc, en tant qu'analyste financier, le fonds de roulement est important pour moi. Pourquoi? Parce que le fonds de roulement est un indicateur de l'équilibre financier, mais aussi le fonds de roulement me permet de savoir au moment de l'exploitation, si j'ai un besoin, jusqu'à hauteur de combien je peux financer ce besoin. Et ça permet d'anticiper
au cas où je ne peux pas financer ce besoin avec le fonds de roulement. Et c'est ça le rôle du trésorier. Le besoin en fonds de roulement est dû au décalage. L'existence du besoin en fonds de roulement est liée au décalage entre les entrées et les sorties de fonds. Quand on doit décaisser, avant d'encaisser, on a besoin d'argent pour faire face à ce décaissement. Et donc, pour définir ou pour expliquer ce qu'est le besoin en fonds de roulement, je dis, c'est ce dont on n'a pas et qu'on doit avoir pour mener à bien notre exploitation. Donc, quand le besoin existe, ce n'est pas un problème si le besoin existe, ce n'est pas un problème. Mais quand le besoin existe, il faut trouver une solution. On vous dit, ne cherchez pas loin, le fonds de roulement, c'est ça son rôle. Mais il peut arriver que le fonds de roulement n'arrive pas à le couvrir. Si le fonds de roulement n'arrive pas à le couvrir, on vous dit le besoin, un état de manque à satisfaire. Donc, il ne faut pas croiser les bras et constater que ce n'est pas possible. Dès que vous avez une trésorerie négative, parce que quand le fonds de roulement n'arrive pas à couvrir tout le besoin en fonds de roulement, vous verrez que la trésorerie de l'entreprise est déficitaire. Et pour rappeler l'importance de la trésorerie, on dit que la trésorerie est pour une entreprise ce que l'oxygène est pour une personne. Imaginez une personne qui manque d'oxygène, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc aujourd'hui, quand on constate que la trésorerie elle est déficitaire parce que le fonds de roulement n'arrive pas à couvrir le besoin en fonds de roulement qui existe parce qu'on a un décalage entre les sorties et les entrées de fonds, ça n'a rien à voir avec un bénéfice ou une perte, c'est juste qu'on doit décaisser avant d'encaisser. Dans ce cas, on va trouver d'autres moyens. Les moyens qu'on va trouver, on se base toujours sur une logique financière, minimiser les coûts. Donc, première source de financement, après le fonds de roulement, on vous dit négocier vos délais fournisseurs. Ensuite, négocier les délais clients. Ensuite, mobiliser vos créances, ça veut dire escompter vos effets. Et si on n'arrive pas à avoir ces différentes solutions, on vous dit maintenant tu peux aller à la banque et emprunter de l'argent parce qu'on a besoin de cette trésorerie. Mais en vous disant aussi, quand vous allez à la banque, n'oubliez pas qu'on est toujours dans cette logique de minimiser les coûts. Quand vous empruntez, empruntez le montant dont vous avez besoin pour la durée dont vous êtes capable de rembourser et essayer de négocier le taux. Donc, en tant que financier, quand on me donne un bilan, je peux dire ces éléments-là et je peux dire quel est le problème de l'entreprise par rapport à son bilan. Est-ce que l'entreprise a respecté le principe de l'équilibre financier? Ensuite, l'entreprise peut financer son besoin en fonds de roulement jusqu'à hauteur de combien? Et ensuite, je peux vous parler de la trésorerie de l'entreprise. Quand on parle de trésorerie, on fait allusion aussi à la liquidité. Donc, quand on dit liquidité, souvent en première année, quand on enseigne aux étudiants le bilan, on leur parle de la liquidité d'un bien, mais c'est différent. La liquidité d'un bien, c'est la capacité de ce bien à se transformer en argent. La liquidité d'un bien, c'est sa capacité à se transformer en argent. Alors, quand on parle de la liquidité d'une entreprise, c'est sa capacité à faire face à ses engagements à court terme. La liquidité d'une entreprise, c'est sa capacité à faire face à ses engagements à court terme. Autrement dit, c'est sa capacité à faire des dépenses. Quand on n'a pas de liquidité, on ne peut pas effectuer de dépenses. Donc la liquidité qui englobe ici la trésorerie, elle est très importante pour une entreprise. Donc je peux aussi éclater cette liquidité en trois en parlant de la liquidité générale, de la liquidité restreinte et de la liquidité immédiate. Donc, en tant qu'analyste financier, je peux regarder et vérifier quel est le niveau de notre liquidité générale. Ce qu'on entend ici par la liquidité générale, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, l'entreprise arrive à vendre tout son stock, l'entreprise arrive à encaisser toutes ses créances et que l'entreprise prend tout ce qu'elle a dans ses comptes bancaires et dans sa caisse, est-ce que l'entreprise pourra payer toutes ses dettes à court terme? Si tel est le cas, on parle de liquidité générale. C'est la capacité de l'entreprise à couvrir toutes ses dettes à court terme, ça veut dire les dettes dont l'échéance est inférieure à 1 an, en n'utilisant que ses stocks, ses créances
et c'est disponibilité. Disponibilité veut dire ce qu'on a dans la caisse et ce qu'on a dans les comptes bancaires. Après, on peut aussi étudier ce qu'on appelle la liquidité restreinte ou réduite. C'est, on prend juste les créances et les disponibilités parce qu'on se dit au cas où on n'arrive pas à vendre le stock. Prenons déjà ce que les clients nous doivent et ce qu'on a comme de la disponibilité. On peut rembourser jusqu'à hauteur de combien nos dettes à court terme? Ça veut dire les dettes dont l'échéance est inférieure à 1 an. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la liquidité immédiate. Les clients peuvent ne pas payer aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il y a ce qu'on appelle les créances irrécouvrables. Les clients peuvent ne pas payer aussi. La question qu'on se pose, c'est avec ce qu'on a juste en banque et dans la caisse, jusqu'à hauteur de combien on peut payer nos dettes à moins d'1 an? Quelle est l'importance de ces 3 types de liquidités pour un financier? Ça permet de savoir si aujourd'hui j'ai une liquidité restreinte de 98%. Je vais dire, je n'ai pas besoin ou l'entreprise n'a pas besoin de brader son stock parce que l'entreprise ne va pas connaître un problème de trésorerie. L'entreprise ne va pas connaître un problème de défaut de paiement parce que ne serait-ce qu'avec les créances et ce qu'on a comme disponibilité, on peut rembourser jusqu'à hauteur de 98% toutes nos dettes à court terme. Donc, on n'a pas besoin de brader le stock. On peut maintenir les prix, même si on ne vend pas, on peut continuer le stockage tout en calculant aussi le coût du stockage. Ensuite, la liquidité immédiate. Si j'arrive à avoir 90% de liquidité immédiate, on va dire, mais l'entreprise n'a pas besoin de demander aux clients d'anticiper le paiement et leur accorder une réduction. L'entreprise n'a pas besoin aussi de mettre la pression à ses clients. L'entreprise peut même se permettre, par rapport à la concurrence, de demander aux clients de payer 15 jours après ou 1 mois après, parce que ça va permettre de fidéliser l'approche marketing, ça va permettre de fidéliser le client. Pourquoi on a pu prendre toutes ces décisions? Parce qu'on a pu calculer non seulement la liquidité générale, la liquidité restreinte et la liquidité immédiate. Ce qui permet de dire au chef d'entreprise en tant qu'analyste financier quelles sont les décisions à prendre. Est-ce qu'on va vendre le stock à n'importe quel prix? Est-ce qu'aujourd'hui, on va mettre la pression aux clients pour qu'ils nous remboursent ou est-ce qu'on va leur accorder des réductions pour qu'ils nous remboursent avant de prendre ne serait-ce qu'une de ces décisions-là? Le financier, l'analyste financier, il a son mot à dire et que les résultats qu'ils vont trouver vont lui permettre de savoir exactement quelle est la solution qu'on doit prendre. Donc, ça, c'était le bilan. Donc, si on regarde aussi la partie passive du bilan, quand on parle des dettes, on peut aussi voir est-ce que l'entreprise est indépendante financièrement ou pas. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, on dit qu'il faut faire attention à certains concepts fondamentaux. L'indépendance financière de l'entreprise, la liquidité de l'entreprise, la solvabilité de l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise et la croissance. Quand on vous demande en tant que financier de faire l'analyse financière d'une entreprise, si vous commencez, si vous êtes junior ou stagiaire ou juste quelqu'un qui commence à faire de l'analyse financière, vous pouvez juste vous limiter à étudier ces 5 concepts. Est-ce que l'entreprise est indépendante financièrement? Est-ce que l'entreprise est liquide? Est-ce que l'entreprise est solvable? La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à long terme. Autrement dit, aujourd'hui, quand on vend tout ce que l'entreprise a comme immobilisation, quand on vend tous ses stocks, tout son stock, quand on encaisse toutes les créances, tout ce que les clients nous doivent et qu'on récupère tout ce qu'on a dans nos comptes bancaires et dans la caisse, est-ce qu'on peut payer tout ce qu'on a comme dette? Si la réponse est oui, on dit que l'entreprise est solvable. Ensuite, la rentabilité. La rentabilité, c'est quoi? Est-ce que l'entreprise arrive à générer, à dégager un profit? Est-ce que l'activité de l'entreprise est rentable? Et enfin, la croissance. Ça ne sert à rien d'avoir un bénéfice de 1000 francs et de rester à ce niveau chaque année. Il faut voir est-ce que l'entreprise s'inscrit dans une logique de croissance. Est-ce qu'il y a une évolution positive? Comparé au secteur d'activité, est-ce que notre évolution aussi est en deçà ou au-dessus de l'évolution des entreprises qui sont dans le même secteur? Donc, je reprends. Si vous voulez faire de l'analyse financière,
Vous pouvez commencer par étudier l'indépendance financière de l'entreprise. Quand on parle d'indépendance financière, ça veut dire que l'entreprise n'est pas trop dépendante de ses bailleurs. L'entreprise, pour financer son investissement, une partie, c'était les fonds propres et l'autre partie, ce sont les ressources étrangères, ce que l'entreprise a emprunté. On vous dit, pour être indépendante financièrement, il ne faut pas aussi que tout ce que vous utilisez pour votre investissement, c'est quelque chose qu'on vous a prêté. Parce qu'en finance, on vous dit, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans un même panier. Et il ne faut pas utiliser son argent pour investir, mais il faut toujours utiliser l'argent d'autrui pour investir. Même si vous avez de l'argent, gardez votre argent, allez chercher de l'argent de l'autrui pour investir. Mais, même si vous allez chercher l'argent de l'autrui, il faut faire de telle sorte que vous ne soyez pas dépendante. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose que vous allez garder. On dit souvent aussi, on peut, selon certains secteurs, quand on a 1000 francs, on peut emprunter jusqu'à 3000 et tout en restant indépendante financièrement. Ça veut dire qu'on peut emprunter jusqu'à 3 fois par rapport à ce que l'on a tout en restant indépendante financièrement. Donc l'indépendance financière, il faut l'étudier. On fait le rapport entre les capitaux propres et les dettes financières, ce que l'entreprise a comme fonds propres et ce que l'entreprise doit aux autres à long terme. Ça va nous permettre de mesurer l'indépendance financière. Ça va nous permettre de savoir est-ce que l'entreprise est autonome financièrement ou pas. Ensuite, la liquidité, c'est mesurer la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme. Ça veut dire la capacité de l'entreprise à effectuer des dépenses. La solvabilité, c'est mesurer la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes. Autrement dit, à faire face à ses engagements à long terme. Donc ici, la différence entre la dépense et la dette, ce n'est rien d'autre que le facteur temps. Ensuite, la rentabilité. Ça ne sert à rien d'investir si l'activité n'est pas rentable. Parce que n'oubliez pas, quand on parlait d'investissement, on avait dit c'est renoncer à une consommation immédiate dans l'attente des gains futurs. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas de gains futurs. Et enfin, la croissance. Même si on a un bénéfice, il faut toujours essayer d'avoir le maximum possible. Il faut toujours montrer qu'on maîtrise notre activité, ce qui nous permet de grignoter dans le chiffre d'affaires ou ce qui nous permet de réduire les charges et ce qui permet à l'entreprise de s'inscrire dans une logique de croissance. Ça ne sert à rien aussi d'augmenter le chiffre d'affaires si la rentabilité ou l'augmentation de la rentabilité n'accompagne pas l'augmentation du chiffre d'affaires parce qu'une augmentation du chiffre d'affaires entraîne aussi un risque. Parce que quand vous voulez augmenter le nombre de poulets à vendre, vous allez forcément augmenter le nombre de poussins à acheter. Et ensuite, le risque de perdre ces poussins-là va augmenter aussi. Donc, voilà en gros les informations qu'on peut tirer du bilan en tant qu'analyste financier, les traiter, les étudier pour dire à l'entreprise quel est le problème par rapport à l'indépendance financière, la solvabilité, la liquidité et ensuite le respect du principe de l'équilibre financier, le respect du principe de l'équilibre financier, mais aussi par rapport au financement du besoin en fonds de roulement. Donc, je vais essayer de répondre. Normalement, c'était prévu pour 1 heure. N'est-ce pas, coach Amadou? Je pense que les lives de Marketing TV, c'est pour 1 heure. Je ne sais pas, coach Amadou, si tu peux me répondre, le temps que je réponds à quelques questions qui m'ont été posées. Donc, il y a Youssouf Agay qui demande, pour couvrir les BFR, l'entreprise n'a pas la possibilité d'ouvrir son capital, ce qui permettra d'augmenter son ressource stable, ainsi avoir un fonds de roulement positif qui permet de financer le BFR, source de financement. Effectivement, aujourd'hui, on sait que le fonds de roulement a comme rôle de financer le besoin en fonds de roulement. Et comment on obtient le fonds de roulement? C'est la différence entre les ressources stables, ça veut dire le capital est dedans, et les investissements. Pour augmenter le fonds de roulement, on a la possibilité de réduire les investissements, comme on a la possibilité d'augmenter les ressources stables. Pour augmenter les ressources stables, on a la possibilité d'augmenter le capital ou on peut augmenter l'emprunt. Donc, l'exemple que tu as donné, c'est l'augmentation du capital. Quand on augmente le capital, il y a 2 façons d'augmenter le capital. Il y a l'augmentation du capital par incorporation de réserves. Ça n'augmente pas les ressources stables. Mais par apport nouveau, ça peut augmenter les ressources stables. Après, est-ce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise est prêt à ouvrir son capital
dès qu'il y a un besoin lié à l'exploitation. Parce que n'oubliez pas, quand vous ouvrez le capital, vous n'êtes plus le seul maître à bord. Bien vrai que dans certaines circonstances, il faut ouvrir le capital pour doter l'entreprise de plus de moyens, mais si on peut régler ce problème sans pour autant ouvrir le capital, je pense que c'est la solution que va préférer beaucoup de chefs d'entreprise. Mais c'est une possibilité parce qu'une augmentation du capital entraîne une augmentation des ressources stables et une augmentation des ressources stables entraîne une augmentation du fonds de roulement. Et quand le fonds de roulement augmente, la capacité de l'entreprise à financer son besoin en fonds de roulement augmente. On a une question posée par Mme Gorgui. Quelles sont les conséquences du retraitement du crédit bail sur le diagnostic financier? Le retraitement du crédit bail a-t-il des conséquences sur l'équilibre financier? Impacte-t-il le BFR? Est-ce qu'il suffit d'avoir un fonds de roulement positif pour dire que la santé financière de l'entreprise est bonne? Donc, pour répondre à la première question, quelles sont les conséquences du retraitement du crédit bail sur le diagnostic financier? D'abord, vous me permettez juste d'expliquer ce qu'on entend par retraitement. Tout à l'heure, en commençant, j'avais dit que c'est le comptable qui a établi le bilan et le compte de résultat. Et on a dit aux financiers, comme on a déjà de l'existant, prenez ce bilan et ce compte de résultat et dites-nous quelle est la situation financière de l'entreprise. Mais n'oubliez pas que le comptable a établi le bilan en ayant une approche comptable, alors que le financier, il veut faire de l'analyse financière en ayant une approche financière. Il y a une différence entre une approche comptable et une approche financière. Avant la réforme du Susquehanna, le crédit bail, c'était quelque chose qu'on ne mettait pas, le bien de crédit bail, c'était quelque chose qu'on ne mettait pas dans le bilan. Pourquoi? Parce que le comptable, quand on lui pose la question, il dit, juridiquement, ce bien n'appartient pas à l'entreprise, donc je ne peux pas le mettre dans le bilan. Le financier dit, moi j'ai une approche financière. Le comptable, il devait respecter tout ce qui est procédure de Susquehanna pour établir ces documents. Donc moi, je vais au-delà de cette procédure Susquehanna parce que je veux comprendre de manière économique, de manière financière, quelle est la situation de cette entreprise. Donc le financier dit, je vais vérifier si le bien répond à deux conditions. Je vais le considérer comme un bien qui appartient économiquement à l'entreprise. Ces deux conditions sont, est-ce que c'est l'entreprise qui utilise le bien? Est-ce que c'est l'entreprise qui bénéficie des retombées de ces biens? Donc le financier, dès que la réponse ou les réponses à ces deux questions sont affirmatives, il considère que c'est un élément qu'il faut mettre dans le bilan. Et pour mettre cet élément dans le bilan, le financier dit, je vais faire un retraitement. Ça veut dire quoi? Le financier dit que le bilan comptable, le bilan établi par le comptable a des limites parce que ça a été établi selon une logique comptable. Alors que moi, quand je fais l'analyse financière, je le fais selon une logique financière, selon une approche financière. Et en citant les limites, il disait que le bilan comptable ne permet pas de faire la dichotomie entre ce qui est lié à l'exploitation et ce qui n'est pas lié à l'exploitation. Le bilan comptable ne permet pas de faire la différence ou la part des choses entre ce qui revient à l'entreprise et ce qui ne revient pas à l'entreprise. Le bilan comptable ne prenait pas des éléments économiquement importants comme les biens de crédit bail, comme les effets escomptés non échus qu'on ne retrouve pas dans le bilan. Et le bilan comptable aussi ne regroupait pas les comptes selon une logique significative ou selon une logique où l'explication elle est importante. Donc le financier dit, avant de procéder à l'analyse ou à l'interprétation de ce bilan, je le corrige d'abord. Ça veut dire je vais retraiter le bilan. Et le retraitement, ce n'est rien d'autre que l'introduction dans le bilan des éléments pertinents qui n'y étaient pas et de les ranger selon une logique cohérente. Donc aujourd'hui, avec la réforme, cette question ne se pose plus. Donc le bilan, l'approche élément crédit bail, on le retrouve. Et avant même, on parlait de bilan fonctionnel et bilan financier. Ça veut dire qu'on avait un bilan comptable, on le retraite pour avoir un bilan fonctionnel en ayant une logique de nature. Ça veut dire que regrouper les comptes selon leur fonction ou selon leur nature, ou retraiter un bilan comptable et les regrouper selon l'échéance, selon la durée. Donc quand on le fait, quand on corrige tout en ayant
en esprit la durée, là on aura un bilan financier. Quand on le retraite tout en ayant en esprit la fonction, la nature, on aura un bilan fonctionnel. Mais tel n'est plus le cas maintenant, parce qu'avec la dernière réforme du Susco-Wada, le bilan comptable, il est établi selon une approche fonctionnelle, donc il est déjà fonctionnel. Donc quand on fait un retraitement, on passe du bilan comptable vers un bilan financier. Ça veut dire un bilan qui regroupe les comptes selon leur échéance. Est-ce qu'il suffit d'avoir juste un fonds de roulement positif pour dire que l'entreprise a une bonne santé financière? Non. Le fonds de roulement nous permet juste de dire est-ce qu'on a respecté le principe de l'équilibre financier ou pas. Et le fonds de roulement nous permet de savoir jusqu'à hauteur de combien on peut financer notre besoin en fonds de roulement. Souvent, l'explication académique ou la conclusion académique qu'on a du fonds de roulement, dès que c'est positif, on dit l'entreprise est équilibrée financièrement. Mais ce qu'il faut comprendre par l'entreprise est équilibrée financièrement, ça veut dire que l'entreprise a respecté le principe de l'équilibre financier et que l'entreprise a un montant ou a une somme qu'elle peut utiliser pour financer son cycle d'exploitation. Il y a Zalmboy qui demande quels sont les risques de l'ouverture du capital de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler de risque, en fait, du point de vue financier, on ne peut pas parler de risque parce que l'ouverture du capital assure la pérennité de l'entreprise. L'ouverture du capital permet à l'entreprise d'avoir beaucoup plus de ressources, d'avoir beaucoup plus de moyens. Mais prenons une autre dimension qui n'a rien à voir avec l'aspect financier. Si aujourd'hui vous voulez que Babacar Ngom de Sedima ouvre son capital, ou si vous voulez que Serigne Mboup de CCBM ouvre son capital, il y a d'abord cette paternité ou ce lien familial qui les lie avec l'entreprise. C'est l'entreprise de mon grand-père, ensuite de mon père, de moi. Donc, ça a toujours été une entreprise familiale. Souvent, le risque, c'est la perte de contrôle du dirigeant, parce que ce n'est plus une seule personne qui dit c'est comme ça qu'on va faire. Il y aura un conseil d'administration et toutes les décisions seront discutées. Mais du point de vue financier, l'ouverture du capital va permettre à l'entreprise d'avoir beaucoup plus de moyens financiers et ces moyens financiers vont aussi garantir la pérennité de l'entreprise. Quelle stratégie mettre en place pour qu'une entreprise soit solvable? En fait, souvent, dès qu'on parle de solvabilité, pour répondre à Sidi Traoré, pour parler de la solvabilité, en réalité, dès qu'on aborde la question de la solvabilité, ça veut dire que l'entreprise est presque au bord de la faillite, où on doit arrêter l'activité, où l'entreprise connaît des difficultés pour qu'on se pose des questions sur la continuité de l'exploitation. Donc aujourd'hui, la solvabilité, c'est est-ce que l'entreprise pourra payer toutes ses dettes, tout ce que l'entreprise doit aux autres. Là, je ne parle pas des actionnaires, mais les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'entreprise désinvestit, ça veut dire l'entreprise vend ses immobilisations, si l'entreprise arrive à vendre son stock, arrive à récupérer, encaisser ses créances et ensuite récupérer l'argent qui est dans la caisse et dans ses comptes bancaires, est-ce que l'entreprise pourra payer ses dettes? Normalement, tel est le cas. Pourquoi? Parce que le bilan, il est équilibré. Total actif égale total passif. Et de ce fait, à moins qu'on est dans une situation où on se retrouve avec des capitaux propres négatifs, ça c'est possible aussi, mais tant que les capitaux propres, la somme des capitaux propres n'est pas négative, l'entreprise est toujours solvable. Pourquoi? Parce que dès le départ, n'oubliez pas que c'est avec le principe de la partie double. On prend de l'argent et on le met quelque part. Et de ce fait, l'équilibre, cet équilibre-là est toujours garanti. Donc, juste voir s'il y a une autre question. Oui, il y a Youssoufa qui demande
les entreprises à but non lucratif, comme ces entreprises-là ne cherchent pas à faire des profits, est-ce que ces entreprises payent de l'impôt? En fait, il ne faut pas oublier que l'impôt, en fait, le code qui régit le montant, en fait, le calcul et le paiement de l'impôt, et le code qui régit l'impôt à payer, c'est deux codes. Aujourd'hui, c'est avec le SYSCOWADA qu'on va calculer l'impôt à payer, parce que c'est avec le SYSCOWADA qu'on va tenir un compte de résultat, connaître le résultat net comptable. Sur la base du résultat net comptable, on va calculer le résultat fiscal et ensuite le montant de l'impôt à payer. Mais si on parle, est-ce qu'on doit payer, est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas payer, après ça, c'est le code général des impôts. Et souvent, ces entreprises-là sont constituées en ONG et derrière, il y a des facilités, des avantages par rapport à l'impôt, parce que c'est des entreprises aussi qui participent ou qui effectuent une mission régalienne de l'État. Parce que souvent, ce sont des entreprises qui sont en train de faire un travail qui permet d'accompagner l'État. Souvent, c'est des entreprises qui vendent des médicaments à des prix très faibles ou des entreprises qui construisent des classes ou qui œuvrent dans la scolarisation des enfants ou la scolarisation des filles. Mais ça c'est possible aussi. Est-ce qu'une entreprise peut survivre sans effectuer un emprunt? Une question de Abou Danyoko. Oui, une entreprise peut survivre sans effectuer un emprunt. Mais en finance, on vous interdit ça. Je vous explique simplement. J'ai un projet d'entreprise avec un investissement de 100 millions. J'ai fait mon business plan. Le projet, c'est un excellent projet. C'est un projet qui est rentable. J'ai 100 000 francs avec moi. En fait, c'est 100 millions, excuse-moi. Donc, je veux investir dans un projet qui a un coût d'investissement de 100 millions. Ce projet-là, c'est sur le papier, il n'y a rien à dire. Tout est OK. J'ai 100 millions avec moi. Pour suivre la question de Abou, je décide de ne pas emprunter. Et je vais prendre mes 100 millions et ensuite investir sur mon projet. Qu'est-ce qui va arriver? Si, parce que n'oubliez pas que le projet, c'est des prévisions. Ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Si aujourd'hui, vous prenez vos 100 millions et vous l'investissez dans ce projet, et par malheur, ce que vous attendez comme retour, vous ne l'avez pas, parce que vous avez lancé votre projet juste un mois avant le Covid-19. Ça veut dire dans vos calculs, il n'y avait pas de Covid-19. On va constater que votre entreprise a des difficultés. L'entreprise ne peut pas produire ou l'entreprise n'a pas assez de trésorerie. Qu'est-ce que vous allez faire pour relancer votre activité? Vous êtes obligé d'aller emprunter parce que vous avez déjà utilisé tout ce que vous avez comme fonds propres. Quand vous allez emprunter, vous avez d'abord une entreprise qui a des difficultés et ensuite, vous n'avez plus d'argent. Ça veut dire que vous n'avez plus de garantie. Quelle est la banque qui va accepter de financer une entreprise qui a des difficultés et qui n'a même pas de garantie? Presque aucune banque, parce que les banques aussi cherchent le remboursement ou s'assurent de la capacité de remboursement de ses clients. Alors, si vous prenez le principe financier qui dit, ou la logique financière qui dit, gardez votre argent, allez chercher l'argent de l'autre et utilisez pour votre investissement. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, quand l'investissement ne marche pas, vous n'aurez pas de difficulté. Pourquoi? Parce que quand vous allez à la banque pour emprunter 80 millions, vous avez un projet qui est rentable et vous avez une capacité de remboursement de 100 millions. Quand vous empruntez 80 millions, quelle est la banque qui va refuser de financer un projet qui est rentable et dont son promoteur a les garanties nécessaires pour rembourser, même si le projet a des soucis? Presque aucune banque ne va refuser de vous prêter les 80 millions. Maintenant, quand il y a un problème, vous avez emprunté 80 millions à la banque. Donc, vous avez mis que vos 20 millions. S'il y a un problème, il vous reste 80 millions que vous allez utiliser pour relancer l'activité. Donc, c'est pourquoi, Abou, on vous dit, même si c'est possible, en finance, ce n'est pas conseillé d'utiliser son propre argent.
pour s'autofinancer à 100%. On vous dit aussi, il ne faut jamais mettre tous tes œufs dans un même panier. C'est la première règle d'or qu'on vous donne quand vous allez sur le marché financier. Quelle est la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière? Et c'est quoi l'effet de levier? Donc, la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière, je pense que c'est votre dernière question qui donne la réponse à la première question. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre ici, quand on parle de rentabilité financière, c'est la rentabilité de nos capitaux propres. Ça veut dire que c'est la rentabilité du montant qu'on a investi en tant qu'actionnaire. On prend ce qu'on a donné comme capitaux propres et on essaie de voir le rapport avec ce que l'entreprise a fait comme bénéfice. Ça veut dire qu'on vous dit, si vous mettez 1 million, vous aurez 40%. Ça veut dire qu'on a fait une comparaison entre les capitaux propres et les résultats de l'entreprise. Là, on parle de rentabilité financière. Il y a des projets où on n'a pas besoin d'investir, où on n'a pas besoin d'un capital important, mais n'empêche, on aura un bon résultat. Et comme il y a des projets où ça demande un investissement très lourd, mais avec des rentabilités minimes. C'est pourquoi, en tant qu'actionnaire, je veux savoir aujourd'hui, quand je mets mon argent en termes de pourcentage, quelle sera la rentabilité en fonction de l'argent que j'apporte en tant qu'actionnaire. La rentabilité économique, là, cette fois-ci, on laisse le bilan de côté, on prend que le compte de résultat. On peut le calculer avec l'excédent brut d'exploitation, comme on peut le calculer avec la capacité d'autofinancement. Mais l'idée, c'est de voir, quand on parle de l'excédent brut d'exploitation, c'est le premier profit économique de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est un résultat pur. C'est le dernier solde à ne pas prendre en compte tout ce qui est produit non encaissable, tout ce qui est charge non décaissable, tout ce qui est produit et charges liées à l'investissement. C'est pourquoi on dit que l'excédent brut d'exploitation est un solde ou est un résultat pur. Donc, on peut l'utiliser pour calculer la rentabilité économique. Maintenant, l'effet de levier. Aujourd'hui, quand vous empruntez de l'argent, ça permet de rebondir une continuité par rapport à la question de Abou. Aujourd'hui, quand on emprunte de l'argent, en contrepartie, il faut rémunérer l'emprunt. Quand on rémunère l'emprunt, la rémunération des actionnaires diminue parce que l'intérêt est la rémunération de l'emprunt. Donc, l'intérêt n'a pas de contrepartie. Donc, c'est une charge que l'entreprise va supporter. Aujourd'hui, quand j'ai un projet et que je le finance à 100%, tout ce que je gagne de ce projet me revient à 100%. Alors, si je le finance à 40% et j'emprunte à 60%, tout ce que je gagne de ce projet, il y a une partie que je dois donner à celui qui m'avait prêté les 60%. Et donc, cette différence-là entre ce que je gagne si je n'avais pas de financement ou si ce que je gagne avec un financement, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier financier. Pour répondre à Ndeye Antalo qui dit « Pourquoi en finance, on nous parle souvent de notion de risque et de valeur de rentabilité ?» Souvent en finance, on dit « Plus le risque est grand, plus la rentabilité elle est grande. » Cela, ce n'est pas une relation directe en disant « Voilà, quand vous voulez faire quelque chose, essayez d'avoir le risque le plus élevé parce que quand le risque est important, la rentabilité elle est importante. » Non, on vous dit quand le risque est important, il faut que la rentabilité soit importante. Ça veut dire quand vous décidez de prendre un risque, posez-vous la question, est-ce que ce que je gagne en prenant ce risque en vaut la peine? Parce que le risque, c'est la probabilité d'une défaillance. Le risque, c'est la probabilité d'une défaillance. Aujourd'hui, je peux avoir 20 poussins, les nourrir, les vacciner pendant 45 jours et après, si je suis avec un taux de mortalité de 0, j'aurai 20 poulets à vendre. Là, il n'y a pas de souci parce que j'ai déjà mes clients. Mais quand je décide de dire qu'au lieu d'avoir 20 poussins, je vais acheter 40 poussins, donc j'ai augmenté mon risque parce qu'avec 20 poussins, si je les perds, je
perds l'équivalent du coût de 20%, mais avec 40%, si je les perds, je perds l'équivalent du coût de 40%. Donc, j'ai augmenté mon risque, j'ai même doublé mon risque. Maintenant, en finance, on vous dit, quand vous décidez d'augmenter ce risque, il faut que la rentabilité attendue soit aussi au même niveau que le risque que vous avez pris. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'augmenter vos poussins, passer de 20% à 40%. Si aujourd'hui, quand vous allez vendre vos poulets, on ne sent pas une augmentation importante. Supposons que vous augmentez vos risques de 100% pour augmenter votre rentabilité de 5%. On vous dit que ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi en finance, on dit souvent, plus le risque est grand, plus la rentabilité elle est grande. Mais ce n'est pas une logique directe. On vous dit, quand vous voulez augmenter votre risque, assurez-vous que la rentabilité va suivre. Comme on dit en Wolof, pas en Wolof, comme on dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour des questions. Donc, je n'ai pas eu le temps de développer par rapport au compte de résultats. Je pense que pour 1 heure, c'est un peu juste. C'est un peu juste de parler de toute l'analyse financière. Donc, on sera obligé de l'écourter, de rester sur l'analyse du bilan. Et sur un autre live, on va parler de l'analyse du compte de résultats. Donc, pour revenir un peu, pour synthétiser, pour résumer un peu ce qu'on a dit par rapport au bilan. Le bilan, il est établi par le comptable parce que c'est l'État qui demande aux entreprises formelles de tenir une comptabilité pour savoir à la fin de l'année combien ces entreprises vont payer en impôts et ensuite vérifier ce que l'entreprise a dit qu'elle va payer en impôts correspond réellement à ce que l'entreprise doit payer en impôts. Donc, quand le comptable établit le bilan, c'est pour répondre à une demande de l'État. Maintenant, l'entreprise va se dire, comme j'ai déjà un document, je ne dois pas me limiter seulement à faire ce document et de s'arrêter juste à déposer au niveau des impôts et payer l'impôt. Je vais aller au-delà. Je vais demander à un financier de me faire une analyse financière de l'entreprise. Le financier, son rôle, c'est quoi? Quand on fait l'analyse financière, on ne fait que l'interprétation des documents comptables. La preuve, quand on fait l'analyse financière, on ne trouve pas un résultat différent du résultat du comptable. Mais sauf que ici, on peut expliquer l'évolution du résultat. On peut expliquer comment on a fait pour arriver à un tel résultat. On peut savoir qu'est-ce qui ne marche pas dans l'entreprise. Donc, le bilan, c'est la photographie de la situation patrimoniale d'une entreprise à une date donnée. Et généralement, cette date, c'est le 31 décembre. Donc, quand on parle de patrimoine, on fait allusion à tout ce que l'entreprise a et tout ce que l'entreprise doit. Ce que l'entreprise a, ce sont les avoirs de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'actif, les immobilisations, l'actif circulant, le stock et les créances et l'actif de trésorerie, tout ce que l'entreprise a dans ses comptes bancaires et dans sa caisse. Ensuite, ce que l'entreprise doit, ce sont les dettes de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le passif. Donc là-bas, on retrouve les capitaux propres et c'est là-bas qu'on retrouve le capital. Donc moi, en tant qu'étudiant, j'avais toujours du mal à comprendre pourquoi le capital est une dette pour l'entreprise, mais parce que je ne faisais pas cette dissociation entre l'entreprise en tant que personne morale et les actionnaires. Il y a une différence. Le capital, c'est de l'argent que les actionnaires ou les associés ont prêté à l'entreprise. Mais sauf que tant que l'entreprise est en vie, les actionnaires ne vont pas réclamer leur argent. Et quand l'entreprise est déclarée aussi faillite ou l'entreprise arrête l'exploitation, si elle n'a pas de quoi rembourser à ses actionnaires ne peuvent pas le poursuivre et ils seront les derniers à être poursuivis. C'est pourquoi on a même tendance à penser que le capital appartient à l'entreprise. En réalité, le capital n'appartient pas à l'entreprise. Le capital appartient aux actionnaires ou aux associés de l'entreprise. Ensuite, c'est là-bas où on retrouve tout ce qui est réserve, report à nouveau, résultats, provisions réglementées.
tout ce qui est emprunt auprès des établissements de crédit, tout ce qui est dette de crédit bail, les dettes fournisseurs, tout ce qui est dette fiscale et dette sociale, et tout ce qui est concours bancaire. Et quand on parle de concours bancaire, il y a le découvert, il y a la facilité de caisse et il y a le solde créditeur de banque. Donc, le bilan, pour le comptable, c'est mettre juste ce que l'entreprise a et ce que l'entreprise doit. Le financier, il va au-delà. Le financier, quand on lui donne un bilan, il voit les 3 cycles de l'entreprise. Le cycle de financement, les ressources à long terme que l'entreprise doit rembourser, mais à long terme, que l'entreprise va utiliser pour son investissement. L'investissement, l'acquisition d'immobilisation. Une fois qu'on a le financement et ensuite on termine l'investissement, on va commencer l'exploitation. Qui dit exploitation dit activité cyclique. C'est pourquoi on parle d'actifs circulants, passifs circulants, cycliques. Approvisionnement, transformation, commercialisation. On achète des matières premières, on les transforme en produits finis et on commercialise ces produits finis. Donc le financier, quand on lui donne le bilan, il dit que ce bilan a été établi selon une logique ou selon une approche comptable. Je veux faire de l'analyse financière, il faut que je puisse avoir une approche financière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener ce bilan établi selon une logique comptable vers un bilan établi selon une approche financière. Et le passage de ce bilan comptable vers un bilan financier, c'est ce qu'on appelle le retraitement. Le retraitement, ce n'est rien d'autre introduire dans le bilan des éléments pertinents qui n'y sont pas et de les regrouper selon une logique cohérente. Après avoir fait le retraitement et obtenu un bilan financier, le financier va procéder à l'analyse et l'interprétation de ce bilan. En calculant quoi? Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, l'indépendance financière, la solvabilité, la liquidité. Pourquoi l'indépendance financière? Une entreprise doit avoir une autonomie financière. Une entreprise ne doit pas être dépendante trop de ses bailleurs. Ça veut dire quoi? Pour avoir une indépendance financière, il faut avoir des fonds propres. Dans certains secteurs, on accepte même jusqu'à 3 fois par rapport à ce que l'on a et on reste toujours indépendante financièrement. Ensuite, le fonds de roulement, ce qui reste des ressources à long terme, après avoir fait notre investissement, va nous permettre en tant que financier de savoir est-ce qu'au moment de la création, est-ce qu'au moment de l'investissement, est-ce qu'on avait respecté le principe de l'équilibre financier qui dit il faut utiliser que des ressources à long terme pour financer son investissement parce que la ressource qu'on utilise, c'est une dette à payer et l'investissement, c'est à long terme. Et si la dette arrive à échéance alors que l'investissement n'a pas encore fait un retour, donc on sera dans une situation de défaut de paiement. Et tout à l'heure, on avait expliqué les conséquences du défaut de paiement qui peut aller jusqu'à la faillite de l'entreprise avec une activité déficitaire pendant 3 exercices successifs. Donc le fonds de roulement est un indicateur de l'équilibre financier. Donc je peux dire si on a respecté le principe ou pas. Ensuite, le fonds de roulement me permet de savoir jusqu'à hauteur de combien. Quand on commence l'exploitation, je peux financer tout besoin lié au décalage entre les sorties et les entrées de fonds. Ce n'est pas un problème si l'entreprise a un besoin de financement au moment de l'exploitation. Ce qui explique ce besoin, c'est le décalage qui existe entre les sorties et les entrées de fonds. Maintenant, on vous dit que ce besoin est un état de manque à satisfaire. Ça veut dire que c'est important. Parce que s'il n'est pas satisfait, la trésorerie de l'entreprise sera déficitaire. Et on vous a dit que la trésorerie est pour une entreprise ce que l'oxygène est pour une personne. Et alors, pour savoir si l'entreprise a une trésorerie excédentaire ou déficitaire, il faut juste voir si le fonds de roulement arrive à couvrir le besoin en fonds de roulement. Dès qu'on constate que le fonds de roulement n'arrive pas à couvrir le besoin en fonds de roulement, là, on va chercher d'autres moyens pour financer ce besoin en fonds de roulement parce qu'il faut le financer si on veut que l'exploitation se passe très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va négocier nos délais fournisseurs, essayer de voir avec les fournisseurs pour qu'on nous accorde des délais de paiement ou rallonger les délais de paiement existants. À défaut de négocier les délais fournisseurs, on vous dit va voir vos clients, essayez de négocier les délais clients, essayez d'écourter les délais clients ou demande aux clients d'anticiper le paiement. À défaut de convaincre les clients pour anticiper le paiement, on vous dit mobilise vos créances. Ce que les autres vous doivent, il faut le donner à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre vous paye tout de suite, moyennant le paiement d'une commission. À défaut de mobiliser vos créances, on vous dit maintenant il faut aller à la banque pour emprunter. Mais attention, quand vous allez à la banque pour emprunter,
on a toujours la logique de minimiser les coûts. Fais attention au montant de l'emprunt, fais attention à la durée et fais attention au taux. Souvent, on vous dit, quand vous allez dans une banque, on vous dit, vous pouvez emprunter jusqu'à. Ne prenez pas ce qu'on vous propose, empruntez ce dont vous avez besoin. Si on vous dit que vous pouvez emprunter le crédit, vous pouvez le rembourser sur 6 mois, ne prenez pas ce qu'on vous propose, prenez juste ce dont vous avez besoin et essayez de négocier le taux. Et parce que si vous arrivez à négocier le taux, ça va impacter sur le coût, ça va réduire le coût et on reste toujours dans une logique de minimiser les coûts. Ensuite, dès qu'on a une trésorerie, on va regarder la liquidité de l'entreprise. Quand on regarde la liquidité de l'entreprise, ça nous permet de savoir est-ce qu'on peut faire face à nos dettes à court terme. Tout à l'heure, on a vu les conséquences si on ne peut pas faire face à nos dettes à court terme. Ensuite, avec ce qu'on a comme créance client, avec ce qu'on a comme disponibilité, jusqu'à hauteur de combien on peut faire face à nos dettes à court terme, ce qui permet d'orienter notre politique par rapport à notre stock, comment gérer notre stock. Ensuite, on va calculer la liquidité immédiate qui va nous permettre de savoir avec nos disponibilités, ce qu'on a en banque et dans la caisse, on peut payer nos dettes à court terme jusqu'à hauteur de combien. Ça va nous permettre de savoir quelle politique de recouvrement de créances on doit avoir. Ce qui montre que toutes les décisions que le chef d'entreprise va prendre, les services chargés de l'approvisionnement, les services chargés de la trésorerie, négociation des conditions bancaires, les services chargés du recouvrement, tous ces services-là, avant de mettre en place une politique, doivent forcément passer par l'analyste financier qui, après avoir fait l'étude du bilan et du compte de résultats, leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que nous ne pouvons pas faire, parce que tous ces éléments-là vont impacter sur la situation financière de l'entreprise. Donc voilà en gros un résumé de ce qu'on a vu par rapport aux bases. Et je rappelle aussi que la séance ou le live d'aujourd'hui, c'était plutôt pour parler des bases de l'analyse financière. Peut-être dans d'autres lives, on va entrer en profondeur sur l'analyse financière. Mais là, on veut juste camper le débat pour qu'on puisse savoir quand on veut faire de l'analyse financière, pourquoi et par où on doit passer. Quels sont les indicateurs clés qu'on va mettre, qu'on va prendre en compte quand on veut faire l'analyse financière d'une entreprise. Je rappelle les concepts fondamentaux. Il faut étudier l'indépendance financière de l'entreprise, étudier sa liquidité, étudier sa solvabilité, étudier sa rentabilité, mais aussi étudier sa croissance. Si vous y arrivez, vous avez déjà les bases de l'analyse financière et après le reste, c'est en profondeur et c'est selon chaque entreprise. Donc, je remercie Marketing TV de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous sur les bases de l'analyse financière. On n'a pu développer que la partie du bilan et peut-être dans un autre live, on va développer la partie du compte de résultats et peut-être même parler des ratios et du scoring. Et ensuite, dans d'autres lives, entrer en profondeur sur l'analyse financière approfondie. Parce que là, c'est juste une introduction à l'analyse financière. Donc, je remercie tous ceux qui nous suivaient et ceux qui étaient là avec nous. Mamoudou, Massour, Tchan, Aminata, professeur Pape Abdoussar qui pouvait faire ce live à ma place. Il y a mon homonyme Saliou Mbaye, Moussa Thiam, donc Youssouf Mbaye Iboussi, Abou Danyoko, Sidi Traoré, Abou Danyoko, un de mes étudiants de Subdeco, Sidi Traoré, un ancien étudiant de BEM, Zal Mbodj, Abou Bakrika, Mbaye Sek, Coach Karou, Massamba, mon professeur en finance, Dr Massamba Samb, notre financier. Donc, j'espère que j'aurai des retours sur les manquements pour me perfectionner ou tendre vers la perfection. Amadou Nia, notre coach, Ngagne Sey, qui nous supporte et qui a une petite entreprise aussi et qu'il est conscient qu'il a besoin de l'analyse financière. Ne pas juste dire que l'activité n'est pas rentable, il faut aller au-delà de l'activité n'est pas rentable. Il faut chercher à savoir pourquoi l'activité n'est pas rentable. Parce que souvent on dit, dès qu'on arrive à savoir le problème, la solution coule de source.
La difficulté, c'est de savoir c'est quoi le problème. On aura l'occasion de détailler ça et de vous montrer l'importance de ça, surtout avec le compte de résultat. Mamour Ndeye Borsi, Aziz Papa Ndiaye, Babacar Mbaye, Mbalo Samb, Mamadou Dia. Donc merci à tout le monde. Merci aussi à Laïbamba, le fondateur de Marketing TV, de nous avoir donné cette occasion en partenariat aussi avec notre page NCB Conseil. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite et je vous donne rendez-vous aussi sur NCB Conseil pour d'autres lives. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.